Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est celui de l'impact et de l'environnement, les stratégies à impact dans le domaine environnemental. On en parle avec un spécialiste de la question, gérant chez Pictet Asset Management, Gabriel Micheli, qui est avec nous à distance depuis la Suisse en visioconférence. Bonsoir et bienvenue Gabriel. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous gérez le fonds Pictet Global Environmental Opportunities, qui est un fonds historique, en tout cas depuis une dizaine d'années, qui existe dans la gamme Pictet, dédié donc aux enjeux environnementaux. C'est un fonds qui gère un peu plus de 9 milliards d'euros d'encours. Vous êtes le gérant historique de ce fonds, Gabriel. Je voulais qu'on parle avec vous un petit peu de votre approche, de votre philosophie de gestion justement autour de ces sujets environnementaux, avec pas mal d'années d'expérience dans le domaine. Comment est-ce que vous pouvez définir justement l'approche en matière de gestion et puis peut-être nous emmener un petit peu dans les sujets ou les thèmes environnementaux précis qui focalisent votre attention aujourd'hui? Oui, bonsoir, c'est vraiment un plaisir d'être là. Alors, je peux effectivement, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je m'occupe de thèmes environnementaux et on a lancé cette stratégie Pictet Global Environmental Opportunities dans le but justement de déterminer quelles étaient les entreprises qui auraient un impact positif sur l'environnement, et toute notre méthodologie a été élaborée à partir de ça. Ce qu'on pense, c'est qu'une entreprise qui a une empreinte écologique plus faible aura moins de problèmes dans le futur. Elle aura moins de coûts, elle n'aura pas les consommateurs contre elle, elle aura moins de réglementation contre elle. Donc, de savoir quelles entreprises ont peu d'impact négatifs environnementaux est quelque chose d'important. Et en plus de ça, ce qu'on veut, c'est d'avoir des entreprises qui apportent des solutions, donc qui ont des nouvelles technologies ou des choses existantes qui sont une alternative favorable économiquement et pour l'environnement. Et donc, ce qu'on a développé, en fait, c'est une méthodologie basée sur les limites planétaires. C'est quelque chose qui a été publié il y a à peu près 12 ans dans la revue Nature par un groupe de scientifiques qui essaient de déterminer quels étaient tous les problèmes environnementaux qu'on pouvait trouver dans le monde. Ils en ont répertorié 9. Je peux vous donner les plus importants. Il y a le changement climatique, évidemment. Il y a l'utilisation de l'eau. Il y a la biodiversité, la pollution chimique, le problème avec la couche d'ozone. Et nous, c'était important qu'on ne trouve pas des entreprises qui règlent un problème environnemental et qui en même temps causent d'autres problèmes ailleurs. Parce que si on parle aujourd'hui aux entreprises, on sait que c'est quelque chose d'important, l'environnement. Toutes les entreprises essaient de nous dire ce qu'elles font de positif pour l'environnement, ce qu'elles font dans leurs opérations, mais les produits qu'elles ont, qu'elles créent, quel va être l'impact positif environnemental. Mais c'est assez difficile d'avoir une vue globale. Et ce qu'on voulait, c'est avoir une vue holistique qui prenne en compte en fait tout ça. Donc on a développé, ça nous a pris plusieurs années et on est encore en train de l'améliorer maintenant. On a développé cette méthodologie pour savoir avec la plus grande précision possible en fait. On a écrit un papier de plus de 60 pages en fait qui explique comment ça se fait. C'est de faire des estimations par secteur pour un certain nombre d'euros de vente, 1 million. Quel est l'impact environnemental sur les 9 dimensions environnementales déterminées par ces limites planétaires. Et depuis, on a vu ces limites planétaires, elles commencent à être de plus en plus connues. Il y a eu un reportage sur Netflix qui est paru au mois de juin. C'est commencé à être utilisé par le gouvernement français pour rapporter les enjeux environnementaux depuis à peu près 2 ans. Et donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé et qu'on est très content d'avoir. Très intéressant, Gabriel, parce que c'est vrai que on se réfère aussi beaucoup aux travaux du GIEC, bien sûr. J'ai l'impression qu'un des messages envoyés dans le dernier rapport du GIEC, c'était de dire attention, vous vous focalisez beaucoup sur une seule partie du problème, c'est le carbone, et notamment dans la finance, parce que on peut mesurer assez facilement l'intensité carbone des activités, donc tout le monde s'est plongé sur le carbone. Mais le message, c'est de dire attention, c'est multidimensionnel. C'est pas juste en résolvant la question du carbone et en passant dans des économies bas carbone ou des activités bas carbone qu'on résoudra l'ensemble du problème. Ça, c'est cette approche holistique, comme vous dites, Gabriel. C'est une approche d'avenir. Enfin, vous, elle existe chez vous depuis longtemps déjà, mais j'ai l'impression que dans les métiers de la finance, de l'investissement, de l'impact, on est en train d'intégrer au fur et à mesure toutes les autres dimensions également.
Alors c'est aussi l'impression qu'on a. Quand on a lancé la stratégie, il y avait probablement le changement climatique qui était la chose la plus importante. Un thème comme la biodiversité, j'ai l'impression ça fait que 2-3 ans qu'on commence à en parler beaucoup plus. Il y en a d'autres qui sont par exemple la pollution plastique. Pour nous, ça a toujours été assez évident. C'est quelque chose qui tout à coup, les gens étaient sensibilisés par un certain nombre de reportages et c'est quelque chose qui aussi depuis 2-3 ans est devenu très important. Donc effectivement, nous, on sait qu'il y a les enjeux environnementaux. Enfin, ces problèmes environnementaux existent. Moi, j'ai l'impression qu'on m'en a toujours parlé. En fait, depuis que je suis petit, on parle du plastique, d'autres choses. Elles sont toujours là. La question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'elles vont être pris en compte par le public? Quand est-ce qu'on arrive un peu à ce point de non-retour? Soit on voit vraiment, comme le plastique, beaucoup de plastique dans l'océan, dans les poissons qui les mangent. Ça devient vraiment quelque chose d'assez dramatique. Mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va devenir important. Et pour nous, on a l'impression qu'en ayant identifié avec cette méthodologie, en fait, ça nous permet déjà de trouver quelles entreprises sont en moyenne dans les limites planétaires et n'ont pas d'impact négatif sur une des 9 limites. Donc ça, c'est probablement des entreprises qui n'auront pas de problème. Et en plus de ça, ça nous permet de calculer quel est l'impact positif de chaque entreprise. On a un chiffre en fait par dimension environnementale pour chaque entreprise. Et donc pour chaque entreprise, on sait à quel point elle contribue positivement. C'est évidemment une estimation, mais c'est quelque chose qui nous donne des valeurs relatives entre entreprises qui sont assez précises et qui, jusque-là, on a l'impression nous apportent beaucoup de performance parce que l'univers qu'on trouve et les résultats en fait de notre fonds, grâce à ça, ont démontré des résultats très positifs en termes de performance financière. Donc on peut avoir l'impact environnemental et on pense que ça peut être complètement en adéquation avec la performance financière. Un des sujets clés dans vos métiers, justement, Gabriel, c'est l'accès à la donnée, l'accès à l'information extra-financière, en l'occurrence. Encore une fois, le carbone, c'est facile à mesurer. On peut aller très très loin dans la mesure du carbone, de l'intensité carbone, de mon activité, de mes fournisseurs, de mes clients finaux, etc. Sur les autres dimensions, à travers les entreprises que vous suivez, donc j'imagine c'est un fonds global, vous suivez plutôt des grandes entreprises globalisées. Est-ce que vous accédez de plus en plus facilement aux informations nécessaires qui vous permettent de mesurer cette empreinte écologique globale? C'est une bonne question, parce que quand on a commencé, on pense qu'il n'y avait pas du tout assez de données. On avait, par exemple, pour les données, là où on peut avoir le plus de données, c'est en général pour le CO2. Et là, on a des données qui sont en général ce qu'on appelle scope 1 et 2. C'est en général uniquement l'énergie qu'achète une entreprise et l'énergie qu'elle produit pour faire ses opérations. Mais en général, on a la scope 3, la troisième, qui est vraiment très importante. C'est toute la chaîne de valeur, tout ce qui a été acheté et l'utilisation du produit, en fait, les émissions qui vont être générées par l'utilisation des produits. Et là, on commence à avoir aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui donnent des informations là-dessus, mais c'est encore assez lacunaire et ce n'est pas forcément facile de comparer les entreprises. Donc, on a dû développer notre propre méthodologie qui était indépendante et qui nous permet aujourd'hui de comparer les entreprises. Après, ça, c'est pour le CO2. Après, il y a les autres. Nous, on fait beaucoup d'engagement avec les entreprises pour avoir le plus possible d'informations sur le scope 3, sur l'utilisation des produits, mais aussi maintenant sur la biodiversité, sur toutes les autres dimensions environnementales, sur l'eau, sur la pollution chimique. On veut avoir de plus en plus de données des entreprises. Et là, la réglementation est en train d'aller dans cette direction. La taxonomie européenne va obliger les entreprises à publier beaucoup plus sur ces sujets-là. Donc, on pense que notre méthodologie qui va vraiment dans ce sens va pouvoir être encore améliorée avec ça, en voyant ce que les entreprises nous donneront comme données. Mais pour l'instant, je dirais que ce n'était pas encore suffisant pour pouvoir les utiliser pour construire notre univers. Une entreprise emblématique, alors présente dans votre fonds, Gabriel, qui répond justement à tous ces enjeux. Alors sur les 9 dimensions, ou en tout cas sur les dimensions les plus importantes, une entreprise exemple d'une certaine manière qui participe à nous permettre demain de rester dans les limites acceptables, dans cette zone de sécurité et de ne pas franchir les seuils critiques de ces limites planétaires. Oui, alors je pourrais vous donner, j'ai beaucoup d'exemples parce que tout ce qu'on a dans le portefeuille en fait répond un peu à ces conditions-là. Mais je parlais du plastique avant, je peux peut-être donner une entreprise qui est un peu là-dedans, qui est un peu moins on a beaucoup d'entreprises de nouvelles technologies, des softwares, des choses qui sont très high-tech. Mais on a aussi des entreprises par exemple qui font du carton d'emballage. Et depuis quelques années, on voit que tous les producteurs de biens de consommation essayent de changer l'emballage de leurs produits et d'utiliser le moins possible de plastique. Donc on voit une demande qui est en train de s'accélérer
s'accélérer assez nettement. Pour l'instant, c'est essayer de trouver des nouvelles solutions qui soient plutôt de matériaux qui sont recyclables. Et le papier carton, par exemple, est complètement recyclable. Donc, il peut venir de forêts qui sont très bien gérées au début, complètement durables. Et ensuite, on peut réutiliser ce matériau de plus en plus. Et donc, tout ce qu'on n'utilise pas comme plastique, quand on a du plastique, en général, c'est brûlé à la fin ou ça se décompose. Et donc, c'est du CO2 qui vient du pétrole, qui est ensuite remis dans l'atmosphère. Alors que si on prend un arbre à la base, eh ben, c'est quelque chose qui va stocker le carbone de façon naturelle et qui, en plus de ça, va pouvoir être recyclé beaucoup de fois. Donc, ça ramène beaucoup plus vers une économie circulaire, ce qui nous amènerait dans les limites planétaires. Donc, ça fait moins de pollution, évidemment, ça fait moins de pollution chimique, ça fait moins d'émissions de CO2. Donc, c'est quelque chose d'assez positif. Et ça, on a quelques valeurs dans le portefeuille comme ça. On a une qui s'appelle Smurfit Kappa, par exemple, en Europe. Aux États-Unis, on a WestRock ou International Paper. Et ces entreprises bénéficient d'un trend supplémentaire. En fait, il y a l'environnement qui est bon pour elles. Mais on a aussi vu l'année dernière, avec la crise du Covid, beaucoup de gens ont commencé à acheter des choses depuis chez eux. Donc, ils commandent en ligne et ça va être emballé dans quelque chose. Donc, il y a eu une demande tout à coup qui était... c'est un marché qui est d'habitude une croissance relativement faible, près de 2%. Et tout à coup, on a eu 10% en une année. Et on pense que ça va rester en fait à un niveau assez élevé. Donc, je veux dire que c'était ça, c'est plutôt des entreprises d'une industrie qui est un peu dormante, qui n'a pas beaucoup changé pendant longtemps, qui tout à coup trouve une nouvelle demande et qui profite aussi d'un cycle assez positif. Donc ça, ce serait un exemple. On s'arrêtera là, je crois, Gabriel. L'exemple du carton est si jamais, très intéressant. Bon, on se reparlera, Gabriel, pour d'autres exemples parce que le temps tourne et on s'arrêtera là. Mais merci beaucoup de nous avoir éclairé sur votre philosophie de gestion, l'approche que vous avez développée sur ces sujets environnementaux chez Pictet. Et donc, l'exemple, c'est quelques sociétés qui sont actives désormais dans le domaine du papier et du carton. C'est leur activité traditionnelle, mais elles profitent justement d'un regain d'intérêt pour le carton aujourd'hui en matière d'emballage. Gabriel Micheli qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, gérant chez Pictet Asset Management et vous l'avez compris, gérant du fonds Pictet Global Environmental Opportunities. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.